Voilà, levez le doigt et donc il y a des micros qui circulent, donc une première intervention juste devant. Et merci de vous présenter également avant vos commentaires, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ce débat était très intéressant, mais là je m'adresse à Mathieu. Je ne comprends pas pour quelle raison la formation on pourrait dire des vrais médecins que nous sommes, ne doit pas être réalisée par l'industrie pharmaceutique comme ça l'a été pour l'homéopathie. Là déjà, depuis 1995, ils sont en tort, puisqu'ils se disent médecins. Il y en a certains qui ont exigé des conseils départementaux de l'ordre une qualification comme spécialiste en médecine générale, alors qu'ils ne répondaient pas du tout au cahier des charges qui avait été défini par la Commission nationale de qualification. Et deuxièmement, donc depuis 1995, ils sont uniquement formés par l'industrie pharmaceutique. Donc là, tu as un argument pour ta plainte là, actuellement. Enfin, ce n'est pas ta plainte, on a porté plainte contre toi plutôt. Oui, alors les procédures sont en cours, donc on espère que ça aboutira à ce type de décision, parce qu'effectivement, comme tu le rappelles, la formation des homéopathes a été clairement encadrée par l'industrie pharmaceutique homéopathique, avec le leader français qui a déversé des millions et des millions d'euros pour ces formations, clairement. On sait que le Conseil de l'Ordre essaye de recadrer un petit peu, petit à petit, peut-être trop timidement, en tout cas de mon point de vue un peu trop timidement, essaye de recadrer un peu les choses, notamment avec la prise de position de l'ancien vice-président du Conseil de l'Ordre, Jacques Lucas, qui sera là aujourd'hui justement dans une plénière, de dire que médecin homéopathe, c'est un non-sens. On ne peut pas parler de médecin homéopathe, coller les deux mots. Donc on espère que les jugements au final tiendront compte de tout cela. Oui. J'ai oublié de nous présenter, Mac Pudowski, Paris 7, et membre de la Commission nationale de qualification en médecine générale au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et on a été, nous, très troublés par le fait que certains conseils départementaux qui étaient un peu pris par les syndicats, certains syndicats où il y avait des médecins homéopathes, ont justement donné cette qualification de spécialiste en médecine générale alors qu'ils ne méritaient pas du tout. Voilà. C'est tout le problème des liens et conflits d'intérêts dans toutes les prises de position qu'on a pu avoir. Je dis on, les membres, les signataires de la tribune, on a toujours déclaré nos conflits d'intérêts et nos contradicteurs ont toujours déclaré qu'ils n'avaient aucun conflit d'intérêts, ce qui est vite vérifiable sur transparence.santé.gouv.fr et ce qui n'est clairement pas le cas. Bonjour. Je suis Éric Galam, je suis aussi de Paris Diderot comme Max. Et je voudrais vous remercier de vos interventions. 2 points rapides. Le médicament le plus souvent utilisé en médecine générale est le médecin lui-même, nous dit Michael Balint. C'est-à-dire qu'au fond, le placebo n'est pas une affaire de médicament, mais une affaire de relation. Et qui dit relation dit patient intermédiaire, qui est souvent le médicament parce que c'est plus pratique et qu'effectivement on a des effets, et médecin. Le problème, nous dit Balint, c'est qu'on ne connaît pas, non pas l'effet du placebo, l'effet non pharmacologique de la prescription, mais l'effet du médecin, les effets indésirables, la posologie, les contre-indications du médecin. Et donc le propos de l'étude du placebo doit se centrer avant tout sur l'étude de comment fonctionne un médecin. Pour étudier comment fonctionne un médecin, on a une grande difficulté parce que, encore une fois, le bouquin de Balint s'appelle « Le médecin, son malade et la maladie ». On accède facilement à la maladie, on veut bien s'intéresser au malade et à la relation entre le malade et le médecin, mais on a du mal à s'intéresser au médecin. Or, on sait très bien que le médecin est une clé très importante qu'il nous faut étudier en tant que tel si on veut étudier le placebo. Je termine par aussi une phrase de François Laplantine qui nous dit « On a l'habitude de travailler sur le vécu du patient et le savoir du médecin. Je propose de travailler aussi sur le savoir du patient, et on a beaucoup avancé, et le vécu du médecin. » Au fond, le but de mon intervention, c'est que si on veut travailler le placebo, il faut travailler le médecin et la place du soignant dans la médecine où le médicament n'est qu'une partie et pas la seule, loin de là. Bonjour, Céline Lazorovic, je suis médecin généraliste à côté de Bordeaux. Je vais peut-être abaisser un peu le débat, je suis désolée, mais avec une question très terre à terre. On parle de pilules de sucre, mais est-ce que vous avez des études sur les effets spécifiques du sucre ?
Merci. Ils nous ont demandé seulement de parler pendant 15 minutes et j'ai commencé par dire que comprendre le placebo est très important. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le placebo et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont essayé de comprendre et comme Rémi m'a dit que un des seuls papiers que j'ai écrit qu'il n'a pas lu, c'est celui où j'ai décrit le placebo parce que c'est 40 pages et c'est difficile à comprendre. Même le sucre, les gens disent que les placebos sont inertes. Il n'y a aucune substance dans l'univers connu qui est inerte. Même le sucre n'est pas inerte pour des gens qui ont des problèmes de stomac. Et l'huile d'olive était utilisée dans les placebos pour des drogues anti-cholestérol avant qu'ils savaient que l'huile d'olive avait des propriétés anti-cholestérol. Dans un essai clinique plus récent, ils ont ajouté des ingrédients dans la pilule de placebo pour imiter un des effets secondaires de le médicament vrai, réel, pour préserver la double aveugle. Mais ils n'ont pas rapporté, ils ne nous ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont mis dans le placebo. Nous ne savons pas si ces cas que je viens de citer sont communs ou non parce que les gens ne rapportent pas qu'est-ce qui est dans le placebo. Je vais le soumettre demain ou samedi, une nouvelle guideline qui encourage aux gens de rapporter ce qui est dans le placebo. Mais c'est important de savoir que les ingrédients du placebo ne sont pas inertes, mais ils sont inertes relatifs au mal. Donc, on espère qu'ils sont relatifs. Donc, le sucre est inerte relatif aux maladies bactérielles, par exemple, mais ils ne sont pas inertes. Et alors le placebo pur et impur, ça n'existe pas. Le pur, ça n'existe pas. Alors, c'est pas inerte, c'est très compliqué. C'est aussi, quand nous faisons des études sur le placebo, nous séparons chaque partie, l'effet du docteur, du médecin, l'effet du sucre. Et c'est important de séparer toutes ces parties du placebo pour savoir s'ils ont des effets indépendants. Mais c'est aussi possible, et non seulement possible, mais dans certains cas, c'est certain que quand nous combinons toutes les parties du placebo, ça a un effet qui est plus synergétique. Synergétique. Alors, Rémi, avant que tu répondes, c'est pour la question. Je voudrais, Henri Partouche de Paris Descartes, je vais justement poser une question parce que j'ai bien apprécié ce distinguo entre partie expérimentale et partie soins. Et effectivement, pour évaluer un médicament, on a aujourd'hui les essais contrôlés randomisés. Et tu as très bien montré que la non-intervention était importante. It's very important to non-intervention. L'effet de ne pas intervenir est important. Voilà, ne pas intervenir est important dans l'évaluation expérimentale. Le groupe non-intervention, c'est important. Ne doit-on pas remettre en cause les essais contrôlés randomisés comme méthode expérimentale pour évaluer les médicaments, du coup? Voilà. Est-ce qu'il y a lieu, sur le plan méthodologique, à envisager d'autres méthodes? Donc, merci Henri pour ta question. L'usage du placebo, c'est pas que pour contrôler l'effet placebo, vous l'aurez compris, c'est pour diminuer le risque de biais d'évaluation. C'est pas uniquement, c'est pour contrôler beaucoup d'autres biais en fait que l'effet placebo. Le placebo, il sert à rendre aveugle le traitement. Sans placebo, il n'y a pas d'aveugle. Et c'est pour ça que les études où il y a un groupe non traité, on ne l'a pas peut-être assez dit, elles ne sont pas en double aveugle. Et rien ne permet de dire que ce n'est pas un biais lié à l'expérimentation. Donc, vous voyez, on se tourne en rond. Le placebo, il a un intérêt pour essayer de déterminer cet effet spécifique moyen qu'on a essayé, qui existe. On n'a pas mieux aujourd'hui pour le déterminer. C'est pour contrôler les biais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, c'est la méthode pour contrôler les biais. C'est pas pour arriver à
à savoir ce qu'il faut faire en fait. On confond peut-être des expérimentations pour connaître l'efficacité d'un principe actif et l'expérimentation qui permettrait d'agir en soins. Et là, c'est plutôt les essais pragmatiques qui sont importants. Et donc les essais où il n'y a pas de groupe intervention, c'est pas vrai. Les gens, ils sont quand même soignés. Donc c'est pas sans intervention. Ils reçoivent des soins usuels. Et en fait, les vraies questions pour nous, médecins, c'est d'avoir des essais randomisés, pragmatiques, qui permettent de répondre à nos questions de soignants. Alors que l'essai randomisé contre placebo, il répond à des questions, vous l'aurez compris, d'ordre plutôt scientifique, mais pas forcément soignant. Si tu veux rajouter quelque chose. Non. Oui. Bon. Les groupes, encore, le placebo est plus compliqué qu'on pense. On utilise le mot placebo trop sans comprendre. Et pour mesurer l'effet placebo, il faut le comparer avec des groupes non traités. C'est vrai en principe. Mais si nous regardons en détail ce que reçoivent les groupes non traités, ils sont mesurés, ils rentrent à l'hôpital. Alors, ils sont traités dans un sens. Alors ça tend à diminuer l'effet l'effet qu'on voit sur le placebo. Mais il y a d'autres biais qui exagèrent l'effet de placebo. Je vais prendre un exemple un petit peu perturbant pour répondre à la question. Imaginez un médicament qui a un effet spécifique tout faible, démontré très scientifiquement. Médicament versus placebo, l'effet existe, mais il est faible. Vous le comparez à une thérapeutique qui a un effet non spécifique, mais fort. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans le soin? Ça, ce sont des essais qu'il faudrait inventer. Donc de comparer les traitements entre eux, en fait, pour y voir clair au niveau du soin, pas au niveau de la science, au niveau du soin, pour savoir qu'est-ce qu'il faut ou pas prescrire. Et juste pour les effets inertes, le sucre, ça fait plaisir. Les sirops antitussifs, dopamine, ça stimule la dopamine, ça fait plaisir. Donc tout ce qui fait du bien a un impact forcément sur notre ressenti. Mais vous savez que les sirops antitussifs, leur action, elle passe par le sucre. Essentiellement par le sucre. C'est pas parce qu'on met une molécule dedans que ça fonctionne, c'est parce que c'est très sucré et que ça fait du bien. Et le sucre fait du bien. Donc vous voyez, même là, le placebo, ça peut se discuter. S'il vous plaît. Bonjour, je suis médecin généraliste de la région. Je voulais juste savoir, par rapport à notre problème de tromperie, est-ce que des associations de patients se sont prononcées là-dessus, sur le placebo ouvert ou même non avoué? Est-ce qu'on a recueilli l'avis des patients? La question, c'est de comprendre la vue des patients. Oui, savoir ce qu'eux, ils en pensent. Est-ce qu'ils se seraient sentis trompés en cas de placebo ou est-ce qu'ils y seraient favorables malgré tout ou est-ce qu'ils préfèrent quelque chose d'ouvert et d'assumé? Oui. Dans les essais cliniques avec des placebos honnêtes, les patients ils ont expliqué que c'est une pilule de sucre, un placebo. Ils utilisent même le mot inerte qui est faux, mais qui est trop honnête. Et les patients nous ne comprenons pas le placebo. Donc il y a des problèmes de compréhension parmi les patients aussi. Parmi les patients j'ai une collègue, Felicity Bishop, qui a fait des études à demander des patients qu'est-ce qu'ils pensent. Et la majorité pense que la placebo peut être éthique en pratique clinique si c'est ouvert et si ça ne fait pas du mal. Mais il y en a qui disent que non, je ne veux pas un placebo aussi. Mais il faut que nous fassions plus de recherches. Mais excellente question. Bonjour, Jimmy Girardet de Lyon. Moi, j'avais une question peut-être un peu naïve, mais finalement, vous avez dit que l'efficacité, il y avait l'efficacité spécifique et l'efficacité non spécifique. Et plutôt que de les opposer, il fallait essayer d'utiliser les deux pour s'occuper des gens. Du coup, je me dis naïvement, et puis par rapport à l'histoire avec l'effet nocebo, est-ce qu'on doit arrêter de signaler les effets indésirables des médicaments au moment où on les prescrit pour ne pas diminuer cet effet non spécifique? C'est sur la question de la pharmacovigilance. Sur l'effet nocebo, donc j'en ai pas parlé, j'ai parlé plutôt de l'effet placebo, mais c'est vrai qu'il y a son image inverse.
les êtres humains ont cette capacité de s'auto-soigner, mais aussi de j'allais dire peut-être pas détruire, mais enfin de négativer ce qu'ils sont. Et donc, dans l'effet nocebo, dans tout ce qui est dit dans les listes qu'on a dans les médicaments, les effets secondaires, ben, il y a beaucoup aussi d'effets secondaires nocebo qui ont été recueillis lors des essais cliniques randomisés. Donc, il faut bien sûr que ça soit marqué, mais c'est l'occasion d'en discuter, de dire que tous ces effets-là, ce sont des effets qui sont rapportés par les patients et qui participent à l'effet subjectif qu'on reçoit quand on prend un médicament. La couleur du médicament, ça compte aussi. On sait que les médicaments qui sont rouges, c'est beaucoup plus efficace, hein, tout le monde le sait, que ceux qui sont bleus. Donc voilà, tout ça, ça contribue à valoriser ou à minimiser ou à diaboliser ce qu'est un médicament placebo. Oui, mon étude avec 250 000 patients qui ont pris des placebos, la moitié rapporte un effet secondaire indésirable et 5%, c'est-à-dire 1 sur 20, quittent l'essai clinique à cause d'un effet indésirable. Mais ce n'est pas toujours l'effet nocebo. Parfois, ils ont des symptômes à cause de leur maladie. Mais nous avons fait aussi une analyse plus profonde pour savoir que un tiers de ces effets secondaires indésirables après prendre le placebo, c'est à cause du nocebo. Si vous prenez de paracétamol et vous lisez tous les effets secondaires, vous n'allez jamais le prendre. Et dans les essais cliniques, ils nous forcent à répéter plusieurs fois aux patients, est-ce que tu sais que ça peut causer X, Y, Z? Et même si je vous demande de sentir les sentiments de votre chemise sur vos épaules, vous vous rendez compte un sentiment. Mais avant que je demandais de faire attention, il n'y avait pas de conscience de cette stimulation. Même chose avec beaucoup de douleurs chroniques. On peut augmenter la douleur en leur parlant de douleur. Et juste pour rebondir, il y a des biais, Jérémy en a parlé. Pour mesurer l'effet d'un placebo, il faut un groupe qui ne reçoit pas de placebo. Et pour mesurer l'effet nocebo, il faudrait faire la même chose, en fait. Et en fait, il y a des effets secondaires. C'est ça que j'ai fait avec Donc, Jérémy l'a fait. Bonjour, voilà, Pierre-André Bonnet, médecin à Avignon, à côté du DJ, là, ici. Alors c'est vrai qu'on est un peu, on baigne un peu dans une culture où on considère un peu l'effet placebo comme un parasite à annihiler pour pouvoir évaluer les choses de manière rationnelle, scientifique, etc. Et c'est vrai que vous avez bien soulevé cette discordance finalement par rapport à l'approche du soignant où finalement c'est plus un parasite mais il faut l'envisager comme une arme. Ma question, c'était plus de savoir si cette posture-là du placebo comme outil thérapeutique, il faudrait étudier en soi et non pas forcément tout le temps chercher à l'annuler, s'il existe ou si ça devient un champ de recherche de savoir de faire des études, finalement des essais cliniques, placebo versus placebo versus placebo, mais avec différentes manières de faire. C'est-à-dire, je crois savoir qu'on est censé plus parler d'effets contextuels parce qu'au-delà de la pilule de placebo, il y a le placebo, pas forcément pilule, juste la manière de recevoir, la manière de conseiller, la manière de prescrire. Et finalement, je pense qu'on en aurait besoin, finalement, c'est d'avoir une approche de l'évaluation du placebo de la même manière que quand on étudie une AMM pour un médicament dans des indications précises, de savoir dans les troubles du sommeil ou dans les troubles de l'humeur ou dans tel et tel truc, de quelle manière il faut aborder la communication. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, je dis n'importe quoi, le mur peint en bleu, quels éléments de langage, quelle approche, etc. Voilà, je voulais savoir si c'est devenu une thématique de recherche en soi, mais vraiment avec une approche très pragmatique de dire dans telle indication, comment il vaut mieux, quelle est la meilleure méthode pour potentialiser ces effets contextuels. Donc je reformule, la question c'est de savoir s'il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent participer au... Ben oui, ça c'est une bonne question parce que vous voyez, dans la question de l'effet placebo, il y a un peu un placebo-centrisme. C'est un peu normal, c'est très médical en fait. Pour expliquer un phénomène, on appelle ça placebo, mais en fait, toutes les autres disciplines connaissent ce phénomène et ne l'appellent pas pareil. En sociologie, vous avez par exemple le concept de prophétie autoréalisatrice.
en sociologie. En psychologie, ils vont appeler ça autrement. Il y a l'effet Hawthorne que vous connaissez, l'effet expérimental. Et en fait, là, on veut regrouper sous un terme placebo peut-être trop de choses. Et on sait très bien qu'aller au cinéma, ça fait du bien. Aller au restaurant, ça fait du bien. Donc on ne le rembourse pas, hein, vous avez compris. Venir au congrès, ça fait du bien. Ça devrait être remboursé. Ça devrait être remboursé. Et en fait, tout ce qui fait du bien, il y a eu des études comme ça dans les années 60. Par exemple, on mettait les patients à l'ouest et à l'est, au soleil couchant. Et la question de la lumière, par exemple, a été étudiée en réanimation. Bien sûr que tous ces facteurs, ils interviennent, évidemment. Et pourquoi les appeler placebo? C'est un réductionnisme, à mon avis, qui est délétère parce qu'il nous empêche d'avancer sur ces facteurs favorisants. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, dans les balades en nature en ce moment. Vous allez vous promener en forêt, ça vous fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et est-ce que c'est un placebo? J'en sais rien, mais c'est aller se balader dans la nature. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord, oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'était une vraie histoire que j'allais raconter, mais je n'avais pas le temps. Une vraie histoire, un homme qui s'appelle Robert, ce n'est pas son vrai nom, il a développé de l'asthme. Il courait au gym sur la machine de courir 3 fois par semaine. Il a développé de l'asthme en Angleterre après l'exercice, c'est très commun. Il voulait faire un rendez-vous avec ce généraliste. Il a appelé. Il ne pouvait pas faire un rendez-vous ce jour-là parce que c'était trop compliqué de le faire. Et il fallait qu'il appelle le lendemain. Il appelle le lendemain et finalement, ils font un rendez-vous. Il arrive aux cliniques. C'est pas très propre en Angleterre. C'est pas très propre. Il n'y a pas de musique. Il y a d'autres malades autour de lui qui toussent et tout. Finalement, il attend pendant 40 minutes, il arrive au généraliste qui est très gentil, très empathique, mais il sait qu'elle est très stressée parce qu'il voit ses alentours. Elle prescrit un vaporisateur et il va sur Google, il lit tous les effets secondaires. Il a un effet nocebo seulement en lire ce qui peut lui arriver. Il dit non, je ne peux pas prendre ça, je vais essayer, c'est pas si pire mon asthme. Alors sa sœur lui dit, essaie donc mon amie Véronique est homéopathe. Il dit non, l'homéopathie, ça marche pas, c'est de l'eau, mais elle lui convainc de le voir. Alors il fait rendez-vous avec l'homéopathie, c'est très facile à faire le rendez-vous. Il arrive dans la clinique, c'est très propre. Il y a des murs blancs, des plantes, de la musique. Déjà, son asthme, il sent mieux. Après ça, il parle avec Véronique pendant 40 minutes, non seulement de l'asthme, mais du stress au travail. Elle lui prescrit de l'homéopathie. Il se dit, bon, je vais l'essayer. Et elle prescrit aussi de courir dehors parfois. Et après ça, sa sœur lui demande, est-ce que ça marchait? Il dit, je pense que je me sens un peu mieux, je tousse, mais au moins j'ai repris de faire l'exercice, ce qui est bon. Donc, les humains et la vie est compliquée. Et de savoir ce qui est bon et pas bon, le réductionnisme, je pense, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire des études pour savoir si certaines pilules sont mieux que des placebos, mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut vraiment savoir. Vincent Miramont. Vincent Miramont, Sorbonne Université. Je voudrais revenir sur le bisou du début. On peut mélanger effectivement tout dans le placebo, mais il me semble qu'il y a une différence notable entre ceux qui s'avalent et ceux qui ne s'avalent pas. Et pour parler du bisou, on pourrait parler de l'objet transitionnel. C'est pas Balint, mais c'est Winnicott. Donc, quelle est cette fonction de ceux qui s'avalent et ceux qui ne s'avalent pas? Je pense qu'une différence entre l'homéopathie et le reste, c'est la question de ce qui est avalé. Alors, les psychanalystes connaissent bien ça sur la fonction d'introjection, quelque chose qui est avalé. Moi, je voulais vous proposer donc le placebo comme un objet transitionnel, en fait. Comme le fait que c'est un objet transitionnel entre le médecin et le malade, quelque chose qui va intégrer en soi et pour lui, et donc qui réglerait un petit peu la question de qu'est-ce qui est placebo, qu'est-ce qui n'est pas, c'est-à-dire à quel moment il y a quelque chose qui va s'intégrer en nous. Alors, la parole, certains arrivent à intégrer en eux-mêmes la parole, et d'autres, la parole n'y arrive pas, c'est la question de l'objet. Comment ils ont besoin d'un objet pour que ça s'intègre en eux. Donc, peut-être
qu'est-ce que vous pensez du placebo comme objet transitionnel entre le médecin dans sa fonction maternelle et le patient dans sa fonction presque, et le malade dans sa fonction presque de bébé, en tout cas dans sa fonction d'oralité première? Merci. Oui, merci de cette intervention parce que ça illustre, ça reformule ce que j'illustrais dans mon intervention. C'est que ça, c'est pour chaque patient, on a besoin de savoir comment le patient, est-ce qu'il est plutôt en effet dans l'oralité, est-ce qu'il a besoin justement de passer par là, et quel est son état d'esprit par rapport à tout ce qu'on lui propose. Donc c'est de connaître ça, c'est de comprendre ça, c'est tout à fait ça. Ça rentre dans l'ingrédient, dans la pharmacodynamie, on pourrait dire, de l'effet placebo, en tout cas dans l'approche santé-thérapie qu'on doit mettre en place pour chaque patient. C'est comprendre en effet comment le patient fonctionne et comme la façon dont il fonctionne, ça sera aussi la façon dont il va se soigner, prendre soin de lui-même. Et prendre soin de soi, on sait que c'est quand même efficace, y compris bien sûr pour le médecin. Bonjour, je m'appelle Louis-Baptiste Jaunet, je suis de l'Université Paris-Descartes. Je suis ici. Là. Merci beaucoup pour vos présentations sur l'effet placebo. Je trouvais ça très intéressant. Après, il y a une autre problématique qui a été posée au début et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la problématique du déremboursement. Et du coup, qu'est-ce qu'en tant que communauté, on accorde à chaque individu qui est malade et qui a besoin de soins? Est-ce que du coup, on se dirige vers le fait de ne rembourser que les effets spécifiques qui ont été démontrés par des essais randomisés, qui ont été payés par des gens qui avaient de l'argent? Ou alors, est-ce que du coup, on va se diriger vers d'autres solutions? Est-ce que d'autres pays ont tenté d'autres choses au niveau du remboursement que de rembourser que les effets spécifiques ou... Voilà. Merci. Là, clairement, le principe du remboursement de l'homéopathie, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Ça a été confondu par certaines personnes avec le fait de vouloir interdire l'homéopathie, ce qui n'était pas le cas. C'est vraiment la question du remboursement, parce que les caisses et les contraintes financières étant ce qu'elles sont, il faut qu'on puisse se dire qu'on va financer uniquement ce qui a fait preuve de son efficacité, soit par des essais, comme tu disais, contrôlés, randomisés, mais aussi il y a des thérapeutiques qui ont fait preuve de leur efficacité. Je pense par exemple à certaines psychothérapies, à la prise en charge nutritionnelle, qui, elles, ne sont pas remboursées à l'heure actuelle, alors qu'on sait qu'elles sont efficaces et que les patients pourraient en bénéficier, mais ne peuvent pas le faire de manière générale parce que justement, il n'y a pas cette prise en charge. Donc l'objectif, si on pouvait avoir une influence là-dessus, ce serait de dire redistribuons l'argent de la communauté vers des choses qui ont fait preuve de leur efficacité et pas vers des choses qui ne font pas plus qu'un placebo au sens large. Dans mon discours, j'ai dit que je ne veux pas faire une guerre de mots, mais je risque de contredire un peu. Je suis d'accord avec Mathieu qu'il faut gérer les finances. Je paie des impôts. Je ne veux pas que mes impôts soient payés pour des choses qui ne marchent pas. La guerre contre l'homéopathie et entre l'homéopathie et l'autre type de médecine dure de plus que 150 ans. William Osler, un médecin fameux qui était canadien, mais aussi à Oxford, c'est lui qui a dit un bon médecin traite la maladie, mais les médecins très bons traitent le patient avec la maladie. Alors, il était contre l'homéopathie aussi, mais il était pour les prises de sang. Ce que je propose, parce que je ne pense pas que cette nouvelle guerre entre l'homéopathie et l'autre, ça va se résoudre maintenant, ça va continuer, et je pense qu'il faut faire un essai clinique définitif, parce que tu as justement, Mathieu, que c'est l'industrie homéopathique, c'est une industrie avec des conflits d'intérêts, mais la même chose s'applique sur d'autres médicaments. Et ça, alors, on pourrait faire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un essai clinique? Si les médecins disent, écoute, je ne veux pas prescrire un antibiotique pour la rhume, mais mon patient insiste. Pour ces patients, il peut faire un essai clinique randomisé, donc on va randomiser où il va recevoir ce qu'il demande, c'est-à-dire l'antibiotique, ou on peut suggérer
une homéopathie comme placebo ouvert. Comme ça, on peut savoir si l'homéopathie, par exemple, c'est un des exemples, peut aider à réduire la problème. C'est un des exemples où on peut faire un essai clinique. Et je ne veux pas qu'il y ait un homme ici en avant qui veut me contredire, mais je veux pas des opinions, je veux des essais cliniques. Alors, moi, je à propos des... Ouais. À propos des essais quelque cliniques, chose avant que Vincent Renard, président du CNGE, prenne la parole. Oh, j'aurais pas dû contredire le président, je m'excuse. Oui, mais l'homéopathie, c'est l'efficacité. L'homéopathie, c'est l'efficacité aussi théorique qui est en défaut. Vous voyez, dans les trois efficacités, il y a des degrés de confiance et de croyance, en fait. Il y a un moment donné où l'efficacité théorique, elle est même pas plausible. Et elle va, même si un essai randomisé arrivait à le montrer, on serait vraiment très embêté. Il y a eu des essais sur la prière à distance, vous savez, dans les années 90. C'est pas vrai. Il y avait une, c'était publié en BMJ comme blague. C'était pas une vraie. bon. Non, je m'excuse. Il faut pas. En fait, c'est le problème de l'efficacité et de la croyance qu'on a dans l'efficacité théorique. Moi, j'avoue que le nombre d'Avogadro, je fais confiance. J'ai jamais fait l'expérience que ça existait, ce nombre d'Avogadro. Et vous, je crois, pas me tromper, que vous n'en savez rien non plus. Et en fait, c'est basé sur ça. On fait confiance à des théories, à une communauté. Et là, on se rend compte dans l'homéopathie qu'on est vraiment dans du zéro. Et on va dire, bah oui, effectivement, là, on va avoir du mal. Et il y aura des croyants qui vont défendre cette efficacité théorique. Il y a des essais randomisés, ils sont pour l'instant non concluants quand on les prend le critère standard de haute qualité. Voilà, après, ça convainc personne. Ça convainc ceux qui ne voulaient pas croire et ça convainc ceux qui ne croyaient pas. Enfin, c'est toujours le même problème, quoi. Philippe Binder à Poitiers, j'ai participé à l'essai clinique randomisé Bacloville. 5 patients. 2 ont fait le protocole jusqu'au bout. Au bout d'un an, on lève le secret. Un placebo, un actif. Très intéressant. Et donc, l'actif, je parle sur l'actif, c'était tout à fait impressionnant l'effet du baclofène chez ce monsieur. En montant les doses, etc., il avait arrêté alors qu'il avait 15 ans d'alcoolisation. Je vois disparaître ce patient. 18 mois après, il revient suite à une rechute, une reprise. Que fais-je? Je lui fais exactement le même protocole. Mais sans le processus des feuilles à remplir, de la boîte blanche que je donnais de mon cabinet, il va chercher, je lui donne une ordonnance rapidement, monsieur, on fait le même protocole, il va à la pharmacie, et là je monte jusqu'à 30 comprimés par jour, absolument aucun effet. Mon analyse sur un cas, c'est que l'adhésion à un protocole où il devait chez lui remplir des papiers, je lui donnais des documents spéciaux, etc., était le traitement. Michel De Jong, je travaille à Tournai, à moins que le président en prenne la parole, mais... Ok. Ma question va se centrer un peu sur les... D'abord, je vous remercie d'avoir aussi focalisé sur les données factuelles par rapport à cette problématique. Ma question va se centrer sur les effets secondaires des placebos. Alors, quand on lit beaucoup de RCT, d'essais randomisés, et qu'on regarde les effets indésirables qui sont déclarés, on remarque que les pourcentages qui sont déclarés sont très différents d'une étude à l'autre. Et ça ne s'explique pas spécialement non plus par l'évolution naturelle de toutes ces maladies. Alors, est-ce qu'il y a une explication ou bien est-ce que c'est influencé par ceux qui financent les études? Enfin, si tout le monde ne comprend pas, je prends un exemple, si on fait un SSRI, on va avoir 50% d'effets indésirables de douleur abdominale. Si on étudie un nouveau anticoagulant, on va peut-être avoir 5 ou 10% de douleur abdominale. C'est quoi le truc? Si je reformule, tu me dis si j'ai bien compris, parce que le retour son pour nous est un peu limite. Donc, c'est que tu te poses la question de pourquoi finalement la proportion d'effets indésirables est variable d'une étude à l'autre, alors que les conditions d'étude sont les mêmes. C'est jamais les mêmes conditions, forcément, individuellement.
les humains sont tous différents, les groupes sont tous différents, les essais cliniques sont tous différents, les contextes sont différents, les régions géographiques sont différents. Il y a une variabilité, comme votre variabilité de votre... Vous sentez bien un jour, pas bien l'autre jour, ça multiplie avec des groupes. Et nous avons 30... C'est quoi trillion en français? Milliards, 30 milliards de cellules, c'est très compliqué. La variabilité est commune et ce n'est pas toujours compris quelles sont les causes de variabilité, mais c'est sûr que les conditions sont hétérogènes aussi. Et ça, c'est comprenable. Ça, c'est une cause comprenable de l'hétérogénéité. L'effet est variable aussi, hein, selon le risque de base. C'est pas spécifique aux effets indésirables, la variabilité des effets aussi. Et c'est pour ça qu'on fait des méta-analyses d'ailleurs. Vincent Renard, bonjour. Ouais. Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier beaucoup pour ces interventions parce qu'on avait imaginé cette plénière sur l'effet placebo suite à tout ce qui a été publié par le conseil scientifique du CNGE sur l'homéopathie, sur l'effet placebo. Et je dois dire que cette plénière elle est à la hauteur de nos espérances. Et donc, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Alors, loin de moi l'idée de porter la contradiction, mais je voudrais juste faire deux remarques. D'une part, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura d'essais cliniques définitifs. Pour une première raison, c'est qu'il faut bien différencier toute l'intelligence qui s'est exprimée à travers vos interventions sur l'effet placebo. Et concernant l'homéopathie, la différence entre utiliser l'homéopathie comme effet placebo ou pas et le fait de prétendre que contre les données de la science, que l'homéopathie a une efficacité spécifique, telle que la différence que vous avez rapportée. Je rappelle que quand on construit un essai pour essayer de démontrer une efficacité, encore faut-il s'inspirer d'un modèle théorique sur lequel on s'appuie. Sinon, on peut toujours trouver des corrélations qui ne correspondent en rien à des causalités. Donc on peut statistiquement, et de ce point de vue-là, il y a quand même un certain nombre d'études qui ont montré des corrélations qui étaient évidemment le fait du hasard complet, parce que si on exploite un certain nombre de données, on finit toujours par trouver des corrélations. Pour autant, il n'y a aucune causalité. Et s'il n'y a pas de modèle théorique sur lequel ça s'appuie, on peut inventer un certain nombre de corrélations pour aboutir à bâtir des théories absurdes. Donc en ce sens-là, à partir du moment où on prétend contre toutes les données que l'homéopathie a une activité spécifique, on ne convaincra personne par des essais définitifs, parce qu'on ne convainc pas les dogmes et les églises par des essais. Il n'y aura jamais d'essais définitifs prouvant ou ne prouvant pas l'existence de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Et donc si on veut construire un essai, parce que je suis très sensible à cette proposition, il faudrait un bras de plus. C'est-à-dire qu'il faudrait un essai avec le bras traitement, le bras homéopathie et le bras fausse homéopathie, placebo d'homéopathie, pour savoir si l'effet observé par l'homéopathie correspond à ce qu'il y a dans la granule ou si ça correspond au fait d'avoir donné quelque chose qui s'appelle homéopathie. J'aime beaucoup cette conférence et je veux qu'on m'invite la prochaine fois, donc je devrais dire oui à tout ce que tu as dit, mais je suis pas... Il y a deux questions. Une question, c'est scientifique. Quel est le mécanisme d'action de l'homéopathie? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de comparer l'homéopathie avec un placebo-homéopathie. Nous sommes d'accord. Mais les patients s'en foutent que c'est la cause de leur... Alors, la question pour moi, c'est si c'est rentable.
Et je pense que pour la rentabilité, c'est possible de comparer un placebo ouvert comme l'homéopathie, où il y a peut-être d'autres modalités, comme Mathieu a dit, ce n'est pas seulement l'homéopathie, qui sont mieux à évoquer l'effet placebo. Et je pense que nous continuer de ne pas faire des essais cliniques pragmatiques qui répondent à des questions que les patients veulent savoir. Nous allons continuer encore 150 ans les mêmes guerres de mots. J'ai une amie qui m'a appelé, elle prend des SSRI comme Prozac pendant 20 ans. Elle ne peut pas arrêter de les prendre parce qu'il y a un problème d'arrêter, ça cause des problèmes pour elle. Nous savons que pour la dépression modérée, comme pas très sérieux, les antidépresseurs SSRI sont presque pas mieux sont un peu mieux que le placebo, mais il y a des biais. Je pense il y a certains cas, je n'ai pas une réponse à la question, mais je dis que je veux que nous allons, à travers du guerre de mots, et ne pas ajouter, on n'a pas besoin, ce n'est pas les nouveaux arguments contre l'homéopathie depuis William Osler. Pour traverser à travers, il faut que nous soyons un peu plus empathiques envers les homéopathes, même si on ne se sent pas d'accord, et construire avec eux un essai clinique randomisé. Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais parler en plus.